Quand on regarde le ciel nocturne, il paraît calme, silencieux, paisible. Mais c'est une illusion. Notre système solaire et l'univers au-delà est rempli de dangers qui dépassent l'imagination. Aujourd'hui, on explore ces menaces cachées, les endroits, les phénomènes et les forces qui pourraient mettre fin à votre existence de la manière la plus brutale possible. Commençons par les objets les plus terrifiants de l'univers, les trous noirs qui étirent la matière jusqu'à la rupture. Les étoiles à neutrons, si denses qu'une cuillère de leur matière pèserait des milliards de tonnes. Les sursauts de rayons gamma, des explosions si puissantes qu'elles pourraient stériliser une planète à des milliers d'années-lumière de distance. Mourir face à ces phénomènes ne serait pas une mort ordinaire. Près d'un trou noir, vous seriez étiré atome par atome. Sur une étoile à neutrons, la gravité vous écraserait en une couche plus fine qu'une feuille de papier. Et l'espace lui-même est un environnement mortel. Le vide ne vous ferait pas exploser comme dans les films, mais il vous tuerait quand même. En quelques secondes, l'oxygène quitterait votre sang. L'humidité de votre peau et de vos yeux se mettrait à bouillir à cause de l'absence de pression. Vous perdriez connaissance en moins de 15 secondes. Et selon où vous vous trouvez, la mort prend des formes différentes. Une exposition solaire directe sans protection, des températures qui passent de centaines de degrés à des centaines de degrés sous zéro. Chaque environnement spatial a sa propre manière de vous détruire. Mais il y a une dimension qu'on oublie souvent, le son. On dit que l'espace est silencieux, et c'est vrai dans le vide, car le son a besoin d'un milieu pour se propager. Mais les instruments scientifiques peuvent capter des ondes et les convertir en sons audibles. Et ce qu'on entend est profondément troublant. Le trou noir au centre de l'amas de Persée émet une onde de pression que les astronomes ont traduite en son. La note la plus grave jamais détectée dans l'univers. Les planètes, les magnétosphères et les vents solaires produisent eux aussi des signaux étranges, presque inquiétants, une fois convertis en son. Aujourd'hui, on plonge dans ces dangers cachés, les objets les plus mortels de l'univers, les façons dont l'espace peut nous tuer, et les sons troublants qui résonnent à travers le cosmos. Parce que comprendre ces menaces, c'est comprendre à quel point notre place dans l'univers est fragile. Ok, donc l'an dernier, vous avez tous adoré me regarder périr, héroïquement je tiens à le préciser, au nom de la science et de l'exploration, sur absolument toutes les planètes du système solaire. Alors, cette année, l'équipe de SI met la barre encore plus haut et m'envoie mourir de manière encore plus épique, plus spectaculaire, plus explosive, dans certains des pires endroits de l'univers. On voit les choses en grand, des supernovas, des trous noirs et des amas galactiques entiers atteignant plus de 160 millions de Kevin. Ça fait beaucoup de Kevin. Les amas galactiques peuvent atteindre 160 millions de Kelvin. Pas de Kevin. Il n'y a pas de Kevin dans l'espace. C'est ce que je voulais dire. On va faire monter la température, les Kelvin, pour les Kevin. Bon, je ne veux pas vraiment voir comment tout ça va provoquer la fin des temps version Chase, mais Théo dit que c'est dans mon contrat. Je dois vraiment le renégocier. Peu importe, mais en attendant, préparez-vous à découvrir ce que ça fait de mourir dans les endroits les plus terrifiants de l'univers. Et on commence avec quelque chose de près de chez nous, qu'on connaît tous et qu'on adore. Le soleil. Vous l'avez demandé, alors je le fais pour vous, les amis. Le soleil est terrifiant. Et mourir à sa surface serait horrible. Oh, convainc-moi, Théo. Cette année, on fait de l'épique. D'accord, imagine ça. Tu as l'habitude de voir le soleil à une distance de 150 millions de kilomètres. Même dans ces conditions, tu ne peux pas le regarder plus d'une seconde sans porter ces lunettes en papier que nous avons tous achetées pour observer une éclipse. Maintenant, approche-toi du soleil comme jamais la technologie humaine ne l'a fait avant. Oui, voilà la sonde solaire Parker. Et en 2024, elle a plongé dans le bord de la couronne solaire,
à seulement 6,1 millions de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil. Oh. Et tout d'un coup, tu vois le Soleil tel qu'il est réellement. Une étoile de type G appartenant à la séquence principale. Autrement dit, un brasier galactique de plus de 1,4 million de kilomètres de diamètre, qui remplit tout ton champ de vision de plasma stellaire. Ouais, c'est sûr que dit comme ça, c'est effectivement terrifiant. Tu veux descendre là-bas? Il n'est pas possible de descendre à la surface du Soleil. D'abord car la couronne solaire est beaucoup trop chaude pour être traversée. Elle atteint 2 millions de degrés Celsius. Mais pourquoi est-elle plus chaude que la surface du Soleil? C'est l'un des grands mystères de notre système planétaire que les scientifiques s'efforcent encore d'élucider. En plus, toutes ces radiations et ce vent solaire feraient rôtir ton vaisseau pendant la descente. Et tu devras ralentir ton engin spatial à la vitesse mathématique parfaite pour pouvoir atterrir. Sinon, tu seras pris dans son orbite et tu ne pourras plus jamais en sortir. Oh, et enfin, le Soleil n'a pas vraiment de surface. La photosphère, qui est la chose qui s'en rapproche le plus, est constituée de plasma. Alors ce serait comme atterrir dans une soupe de lave. Nous devrons donc te téléporter directement là-bas. Oh, comme dans ces jeux où il faut survivre pendant 5 secondes. Ça, c'est facile. Rico, téléportez-moi. Eh bien, je ne sais pas si tu tiendras 5 secondes, Chase. Disons simplement que nous allons devoir faire cette expérience au ralenti. Tu vois, la surface du Soleil n'est pas aussi chaude que sa couronne, mais elle atteint quand même 5500 degrés. À l'instant même où tu te téléporterais vers le Soleil, tu serais aveuglé par sa luminosité. En fait, elle est tellement forte que nous avons dû demander à notre monteur vidéo de réduire les niveaux d'intensité. Sinon, l'écran serait complètement blanc. Et tu ressentirais immédiatement la masse du Soleil, la puissance de son immense gravité, qui mettrait à rude épreuve tes muscles et ton squelette. Elle est 28 fois plus forte que la gravité terrestre. La combinaison spatiale te protégerait des rayons du Soleil, mais seulement pendant quelques microsecondes. En moins de 0,1 milliseconde, ta tenue serait carbonisée, le plastique commencerait à se déformer et ta visière se liquéfierait. Ta peau commencerait à se désintégrer, tout se mettrait à fondre. La surface du Soleil est suffisamment chaude pour même faire fondre les diamants. En fait, elle est suffisamment brûlante pour les faire bouillir. Au bout d'une demi-milliseconde, ta combinaison serait endommagée et le plasma en ébullition frapperait ton corps comme une onde de choc. Tout se produirait si rapidement que tu n'aurais même pas le temps de le sentir. Ton corps cuirait, subissant une défaillance complète de tes organes avant même que ton cerveau ne se rende compte qu'il y a un problème. En moins de 10 millisecondes, ta chair, tes os, tes cheveux et tes muscles seraient transformés en gaz et en plasma, complètement brûlés. Et en l'espace d'une seconde, ce qui ressemblerait à un simple éclair de lumière, tu disparaîtrais, incinéré. Tu ne ferais plus qu'un avec le Soleil. Ça, c'est nickel. Tu comprends? Comme le métal, le fer dans mon corps. Affirmatif. Rico, j'aurais peut-être dû dire ça, c'est du lourd, pas vrai? On peut refaire la prise? Ça, c'est... Tu sais quoi, c'est trop tard, laisse tomber. En parlant de lourd... Oh, regarde ce trou noir. Punaise. Oh, dis-moi Théo, il y a quelque chose qui ne soit pas terrifiant à propos des trous noirs? Non, les trous noirs gobent tout ce qui se trouve à proximité. Voilà une blague astronomique en or, toi. Bien vu, mec. Écoute, la dernière fois que je me suis approché d'un de ces trucs, tout est devenu théorie des cordes, dimension parallèle et pâte italienne. Je ne sais pas si tu fais référence aux idées de dimensions alternatives et de trous de verre, ou à celles de spaghettification. Ah, je sais juste que j'ai pas aimé ça.
Et j'aime toujours pas. Pour une bonne raison. S'approcher trop près d'un d'eux, c'est signer son arrêt de mort. Tu es en orbite autour du trou noir de masse stellaire connu sous le nom de Gaïa BH1, qui est le plus proche de la Terre. Mais ne t'inquiète pas, il est encore à environ 1500 années-lumière. Donc, si la lumière pouvait s'échapper d'un trou noir, ce ne serait qu'au 36e siècle que nous la verrions. Mais, crois-moi, rien n'échappe à ce monstre là-bas. Oh, c'est pas l'énorme trou noir au centre de la Voie lactée? Non, celui auquel tu penses est le supermassif Sagittarius A. Attends, tu veux dire qu'il y a plus qu'un trou noir par galaxie? Les scientifiques pensent qu'il y a un trou noir supermassif au centre de la plupart des galaxies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de plus petit ailleurs. Gaïa BH1 est un trou noir de masse stellaire, beaucoup plus petit qu'un spécimen supermassif. Et il partage son orbite avec une étoile similaire au Soleil. Les trous noirs de masse stellaire sont les vestiges d'étoiles massives qui ont brûlé tout leur hydrogène et leur hélium, et ont implosé. Ce sont les tombeaux vivants des géants. Gaïa BH1, par exemple, a une masse environ 10 fois supérieure à celle de notre Soleil. Et mourir dans ce trou noir serait brutal. Oh, alors naturellement t'as pensé « Envoyons Chess dans ce Gaïa BH1 !» Super, merci. Cool. Cruel. Avertissement. Vaisseau en approche du disque d'accrétion. Quoi? Non! Désaccrétion! Désaccrète! Zappe la mémoire de phase! Vite le cache! Lance l'évitement! Pas dans le disque d'accrétion! Un trou noir est un puits gravitationnel qui aspire tout ce qui se trouve à proximité. Mais avant ça, toute la matière et le gaz finissent dans un disque tourbillonnant autour de cet objet céleste. Ça prend un peu plus de temps que je pensais! Mais le véritable danger ici, c'est le trou noir lui-même. Une fois que tu franchis une certaine distance par rapport à son centre, connu sous le nom de rayon de Schwarzschild, tu es en grand danger. Ok, bon, si on doit le faire, allons-y. Passons en mode Schwarzschild. Rico, dépressurise, laisse-moi sortir d'ici. Que le Schwartz soit avec toi. Ce qui se passe quand on saute dans un trou noir n'est pas très joli. Dès que tu t'approches trop près de l'horizon des événements, les choses deviennent étranges. Ton corps subit une spaghettification. Tu vas être compressé horizontalement et étiré verticalement. Même si tu es l'être humain, ton corps est en train de se transformer en noix. Ou en spaghetti, comme on l'a évoqué. Ta colonne vertébrale, tes os et ton crâne vont se retrouver étirés et allongés, craquant et se brisant, perdant lentement leur forme. Et pendant ta chute, le temps lui-même va commencer à se déformer. Pour un observateur extérieur, tu aurais l'air de ralentir, figé à jamais au bord de l'horizon des événements. Mais de ton point de vue, le temps ne va pas s'arrêter du tout. Tu vas continuer à tomber et sentir l'attraction devenir de plus en plus forte, jusqu'à ce que la gravité finisse par te réduire en charpie. Waouh, ça, c'est du lourd. Je l'ai bien placé cette fois, pas vrai, Rico? Ok, on garde celle-là. Ouais, je ne retournerai plus dans un trou noir. Jamais! Y a rien de pire que ces saletés. Oh, c'est quoi ça? C'est une étoile à neutrons. Et ce n'est pas n'importe laquelle. C'est RxJ1856353754. J'y crois pas. C'est RxJ1856353754. J'adore RX1856353754. C'est ça. RxJ1856353754 est l'étoile à neutrons la plus proche de la Terre, rugissant à seulement 200 années-lumière. Et elle est si lourde qu'une simple cuillère à café de cette étoile à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes.
Donc même si c'est une sphère de seulement 20 km de large, c'est l'un des corps cosmiques les plus denses et les plus dangereux de l'univers. Presque aussi dense que quelqu'un que je connais. D'accord, alors comment un gars comme moi s'y prend pour mourir dans un endroit pareil? C'est drôle que tu poses la question. En fait, il est incroyablement facile de mourir à proximité d'une étoile à neutrons. Ce sont des objets étranges, composés principalement de neutrons. La pression y est si intense que les atomes sont écrasés les uns contre les autres, les protons fusionnent avec les électrons, formant des neutrons. La surface de ces étoiles est composée uniquement de neutrons purs, 10 milliards de fois plus résistants que l'acier. Si tu t'en approchais de trop près, les composants électroniques de ton vaisseau et même ta combinaison seraient démolis par la force pulvérisatrice de son champ magnétique. Et en quelques millisecondes, les rayons X et gamma, les rayons gamma, te détruiraient au niveau cellulaire avant même que tu puisses réagir. En un dixième de seconde, les radiations feraient bouillir ta peau et ton sang. Et puis, cette gravité. Pas si différente de celle d'un trou noir, une étoile à neutrons te transformerait en spaghetti. Ton vaisseau et ton corps seraient étirés jusqu'à leur point de rupture. Puis s'allongeraient encore et encore, jusqu'à ce que chaque cellule et chaque atome de ton anatomie soit spaghettifié. Tu étais un humain et tout d'un coup tu t'es transformé en des kilomètres de ficelles ridicules, disparaissant dans l'étoile à neutrons. Horrible. Ah, ok, on peut aller quelque part où je serais pas spaghettifié. Je veux réduire ma consommation de gluten. Enfin, non, parce que j'aime trop le pain et les viennoiseries. Et les croissants. Je veux juste aller quelque part où on ne sera pas... Je sais pas... linguinifié. Allez, choisissons un endroit sympa. Allez, où est-ce qu'on va maintenant? Un endroit absolument terrifiant. Ah, tu m'as pas bien entendu. À des milliards d'années-lumière de la Terre, un endroit au-delà de la terreur, El Gordo. Tu as dit El Gordo? C'est là que nous allons? El Gordo? Affirmatif. Il a dit El Gordo. Ok. El Gordo. On dirait le nom d'un luchador. Non, ça ressemble plutôt au type qui prépare les sandwichs pour un luchador. Non, en fait, plutôt au gars qui recoue les collants du lutteur à la retraite qui prépare les sandwichs pour un luchador. El Gordo. Oh, allez, on est censé faire quelque chose d'épique. Ça, c'est genre... très... Comment El Gordo va me rayer de la surface de l'univers s'il ne peut même pas faire des sandwichs? Oh mon Dieu! El Gordo est une fournaise cosmique, née de la collision de deux amas de galaxies. C'est l'un des environnements les plus chauds de l'univers connu. C'est vraiment énorme. Est-ce que c'est une galaxie qui en percute une autre? Correction. C'est un amas galactique qui en percute un autre. Exactement. El Gordo, ce sont des centaines, des milliers de galaxies au milieu d'un derby de collisions intergalactiques. Il est difficile de décrire à quel point ce processus est violent. Mais pour en revenir à cette question cruciale... À quoi ressemblerait la mort dans El Gordo? Elle serait explosive et brûlante. Imagine que tu dérives dans l'espace, en train de faire une impro sur les luchadors et les sandwichs. Puis que ton vaisseau détecte tout d'un coup un taux de radiation plus élevé. Et tu réalises que tu voles droit vers l'un des amas de galaxies les plus chauds connus de la science. Ton engin spatial enregistre une température de 160 millions de Kelvin. Ça, c'est trop de Kelvin. Et sachant que tu ne comprends pas les Kelvin, ton ordinateur les convertit en Celsius et en Fahrenheit. Mais ces millions de degrés semblent à peine réels. Tu sais que ça va chauffer pour toi. À ce moment-là, tu entres dans El Gordo et tu
heurte une onde de choc cosmique se déplaçant à des milliers de kilomètres par seconde. Oh. Ton vaisseau serait alors pulvérisé, comme dans le pire accident de voiture de l'histoire. Tu serais éjecté de ton engin dans le vide spatial. Ton corps serait baigné de radiation et frappé par un gaz brûlant, plus chaud que la surface des étoiles. Et puis, viendrait la chaleur. Un mur de chaleur pure te frapperait et tu commencerais à bouillir, à te vaporiser, voire à tioniser en un instant. Ah, ok. Il ne faut clairement jamais se moquer de quelqu'un ou de quelque chose qui s'appelle Gastro ou Gordo. Et surtout pas Kevin. Compris. Ah. Quelque chose ne va pas, mec. J'ai des frissons. Il y a quelque chose derrière moi. J'ai l'impression que quelque chose se profile derrière moi. C'est le cas, Théo? Il va se passer quelque chose. Bientôt. Pas derrière, mais juste devant toi. Oh. Tu viens de remonter 3,5 milliards d'années en arrière, ce qui signifie que tu arrives juste à temps pour assister à une supernova. Cette supernova spécifique est SN 2016 APS. Ce n'est pas n'importe laquelle, c'est la supernova la plus brillante et la plus énergétique que nous ayons jamais observée. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une situation rare où deux étoiles massives ont fusionné avant l'explosion, rendant la supernova extrêmement explosive. Méga boom. Les étoiles vont s'effondrer puis exploser. À son apogée, l'explosion sera 100 milliards de fois plus étincelante que notre Soleil. C'est aussi brillant que toute notre galaxie, la Voie lactée. Si tu te trouves à proximité au moment de la déflagration, ça ne sera pas une bonne nouvelle pour toi. Après une milliseconde, un torrent de neutrinos envahirait ton organisme, chauffant et détruisant tes cellules. Au bout de 5 secondes, l'onde de choc te frapperait à des milliers de kilomètres par seconde, déchiquetant ton corps avant même que tes sens et tes récepteurs de douleur aient le temps de réagir. Après 10 millisecondes, tu aurais disparu et tes atomes emportés dans la boule de plasma brûlante. Voilà donc à quoi ressemblerait la mort dans certains des plus terrifiants endroits de l'univers. Alors, où devrions-nous envoyer Chase exploser, explorer la prochaine fois? Nous savons tous que Chase meurt beaucoup. Oui, mais pas aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous montrer les 9 pires façons de mourir dans l'espace. Pardon? Oui, c'est bien ça. Nous allons envoyer Chase dans les coins les plus dangereux de l'espace. Certains endroits entraîneront des morts assez atroces. Pourquoi est-ce qu'on fait jamais une vidéo sur les meilleurs endroits pour des vacances relax dans l'espace? Il y a 200 milliards d'étoiles dans l'espace. Bien qu'elles illuminent l'univers et nous fournissent la chaleur nécessaire à la vie, ces boules de gaz sont extrêmement mortelles. Elles émettent régulièrement d'intenses rafales de rayonnement et d'énergie, appelées éruptions solaires. Ces sursauts ont tellement d'énergie qu'ils dépouillent les planètes voisines de leur atmosphère et libèrent des radiations mortelles dans l'espace. Proxima du Centaure est l'une des étoiles les plus volatiles jamais découvertes. C'est une naine rouge, petite, mais avec des champs magnétiques très puissants. Ces champs entrent en conflit fréquemment, déclenchant des éruptions solaires extrêmement violentes. Un jour, les scientifiques ont même observé une éruption solaire si brillante que l'étoile est temporairement devenue 14 000 fois plus brillante que d'habitude. Ok, mais là, il se passe rien, et tu disais que c'était imprévisible. Donc comment sait-on quand la prochaine grande éruption va... Défaillance des systèmes électriques,
combustion de la coque extérieure. Rico, redirige toute l'alimentation auxiliaire Et vers le achève système du de survie. Oh non, 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 non! Lorsqu'une poussée soudaine de particules de haute énergie frappe votre vaisseau spatial, elle fait griller chaque pièce électronique. Les rayons X et gamma transpercent la coque en quelques secondes. Et vous souffrirez d'une intense intoxication aux radiations. Oh, j'aime pas trop ce que j'entends. Avec une éruption solaire directe aussi forte, le rayonnement provoquera de graves altérations de votre ADN. Vous ressentiriez des nausées et une fatigue extrême, des signes d'intoxication aiguë causés par les radiations. En même temps, votre système de survie vous lâche et vous auriez du mal à respirer. Il ne faudra que 5 minutes pour que les radiations détruisent vos organes. La bonne nouvelle, c'est que vous perdriez probablement connaissance et mourriez avant que votre vaisseau ne soit à court d'oxygène. Parce que la mort par radiation, c'est peut-être un poil moins horrible que suffoquer sur un vaisseau endommagé. Bon, cette fois, je survole de plus loin les étoiles qui crachent des radiations. Il y a des forces invisibles en jeu dans toute l'immensité de l'espace. Chaque étoile, planète et lune exerce une attraction gravitationnelle. Et si vous ne manœuvrez pas avec prudence, vous vous retrouverez dans une situation assez désastreuse. Ouais. Je suis un explorateur spatial expérimenté. Je sais me débrouiller avec la gravité. En plus, je suis en route vers une vieille connaissance, Kepler 22b. Elle mérite une seconde chance. Ça, c'est Rox 42BB, une géante gazeuse 9 fois plus massive que Jupiter. Et oui, elle a une attraction gravitationnelle incroyablement forte. Quoi? Non, pas encore! L'énorme gravité de cette planète colossale vous piégerait dans son puits gravitationnel. Un puits gravitationnel, c'est cette zone autour d'un objet massif, comme Rox 42BB, qui attire tous les objets proches vers lui. Et c'est dangereux. Les propulseurs de votre vaisseau ne parviendraient pas à contrer cette gravité. Vous seriez rapidement attiré vers la géante gazeuse, écrasé par une force gravitationnelle écrasante. Vous et votre vaisseau n'auriez aucune chance contre Rox 42BB. Les forces G que vous ressentiriez vous feraient perdre connaissance. Vous tomberiez de plus en plus profondément dans son atmosphère, jusqu'à ce que votre vaisseau se désintègre violemment. Et lorsque le vaisseau cède, vous seriez projeté dans la tempête de gaz toxiques et de vent surchauffé. Une fin brutale. Ok, bon, je reconnais que cet atterrissage n'était pas vraiment prévu. Mais cette fois, je vais atterrir de mon propre gré et je vais survivre. Atterrir sur des planètes avec une atmosphère est extrêmement compliqué, parce qu'une atmosphère est pleine de particules qui créent des frottements intenses lors de l'entrée. Le frottement intense génère une chaleur énorme. Si vous ne faites pas attention, votre vaisseau spatial s'enflammera avant même de toucher le sol. Si Kepler 22b avait une atmosphère similaire à celle de la Terre, l'atterrissage y serait délicat. Vous devrez manœuvrer prudemment votre vaisseau pour gérer la chaleur et les turbulences. Ok, Chase, concentre-toi. J'ai juste besoin de faire les virages en S et m'assurer que le côté large du vaisseau est exposé. À ce stade, votre vaisseau spatial se déplace à 28 000 km/h. L'atmosphère de Kepler 22b crée une résistance, chauffant l'extérieur de votre vaisseau à 2000 degrés. Si le bouclier thermique lâche, la cabine deviendra un sauna mortel en quelques secondes.
Oh, ah, Kepler, t'es censé être sympa. Il fait beaucoup trop chaud. Ah. Des turbulences intenses commenceraient à déchirer votre vaisseau, causant une décompression et la défaillance de tous les systèmes de survie. Ah, et l'alimentation auxiliaire. Ok Kepler, t'as gagné. Pour cette fois. Tu sais quoi? De toutes les planètes du système solaire, la Terre est en fait la seule sur laquelle je ne suis pas mort jusqu'à présent. Je comprends pourquoi vous préfériez tous vivre là-bas et pas sur Mars. Eh bien, il est particulièrement difficile d'atterrir sur Terre. Non seulement vous naviguez dans son attraction gravitationnelle et sa friction atmosphérique, mais vous devez également esquiver 1 tonne de débris spatiaux. Il y a environ 9000 tonnes de déchets en orbite autour de la Terre, plus de 100 millions de petits débris et environ 25 000 morceaux de plus de 10 cm. Des restes de vieux satellites et des débris de missiles sont piégés ici, certains voyageant à des vitesses supérieures à 8 km par seconde. C'est 10 fois plus rapide qu'une balle. Aucun souci, je suis prêt. Ah, ok. Oui, bon, je savais que ça allait arriver. Les vaisseaux spatiaux doivent déjà naviguer prudemment sur l'orbite basse de la Terre, en évitant les débris grâce à des manœuvres de suivi et d'évitement des collisions. Mais la situation pourrait empirer. Si nous ne faisons rien à propos de ces débris, ils continueront à entrer en collision et à se briser en fragments plus petits, formant finalement un nuage dense et ingérable de débris spatiaux autour de la Terre. Ce phénomène a un nom, le syndrome de Kessler. Et ce n'est pas bon du tout, car cela pourrait rendre presque impossible de quitter la Terre. Tous les engins spatiaux seraient confrontés à un risque élevé de collision. Même le plus petit débris orbital, voyageant à des milliers de kilomètres/heure, pourrait causer des dommages catastrophiques. Ces derniers jours ont été très difficiles. Chaque fois que je meurs, je me sens de moins en moins moi-même. Je deviens comme une coquille vide. J'ai juste besoin d'un endroit où je peux aller et être seul, loin de tout ça. Parfait, parce que la prochaine escale, c'est Triton, l'une des lunes de Neptune. Pas de foule, pas de bruit. Oh, ok, super, allons-y. Triton est l'une des lunes les plus glaciales du système solaire. Sa surface est tellement gelée qu'elle reflète la quasi-totalité de la lumière solaire qu'elle reçoit, ce qui est très peu au départ. La température de surface ici est d'environ moins 235 degrés, ce qui en fait l'endroit idéal pour mourir de froid. Même les combinaisons les plus avancées de l'unité de mobilité extravéhiculaire d'exploration de la NASA, conçue pour les missions Artemis vers la Lune, ne résistent qu'à des températures de moins 173 degrés. Et sur Triton, il fait bien plus froid. Quoi? Tu m'as envoyé ici juste pour mourir? Je m'en souviendrai, Wouf, de ici. Sur cette planète, vous ne perdriez pas de chaleur immédiatement comme vous le feriez sur Terre, car Triton n'a pas d'atmosphère. Il n'y a donc pas d'air pour évacuer votre chaleur par convection. Il vous faudrait un certain temps pour mourir ici. Votre cœur commencerait à ralentir à 30 battements par minute. Le sang n'alimenterait plus d'oxygène à votre corps. Vous seriez complètement engourdi.
Il faudrait environ 1 heure ou 2 pour que votre corps gèle. Fini les morts. Fini les morts. Je dis stop, j'en ai marre, ok? Je suis en train d'améliorer ce vaisseau pour qu'il me protège des radiations, des températures glaciales, des micrométéoroïdes. Il va me protéger de tout. Bonne chance pour essayer de me tuer maintenant. C'était un micrométéoroïde, un minuscule débris qui peut se déplacer à des dizaines de milliers de kilomètres. Ils brûlent généralement dans l'atmosphère d'une planète en raison de leur petite taille. Mais dans l'espace, ils sont comme des balles. Il est peu probable que des astronautes soient touchés, mais Chase est extrêmement malchanceux. Ah, Rico! Rico! Donc, en ce moment, Chase subit une ébullition, ce qui est une façon élégante de dire décompression. En termes simples, le changement rapide de pression fait bouillir et évaporer tous les liquides de son corps. Bon, cette mort est peut-être la pire. Ok, vraiment atroce. Mais si je continue à travailler sur ce vaisseau, je serai en sécurité. Je vais tout faire et je ne vais pas me faire frapper par un autre. Oh, tu plaisantes! Encore! Tous les moteurs en marche arrière. Oh non! Grosse erreur. Dans le vide spatial, il n'y a pas de pression atmosphérique. Et votre combinaison spatiale est endommagée, ce qui signifie que la pression à l'intérieur changera et provoquera l'expansion de l'air. Cette grande inspiration est sur le point de faire exploser vos poumons dans 3, 2, 1. Au fur et à mesure que vos poumons sont déchirés de l'intérieur, des bulles d'air s'infiltrent dans votre circulation sanguine. Et cela conduira à une embolie qui bloquera le flux sanguin vers vos organes vitaux comme votre cœur ou votre cerveau. C'est le cas d'une crise cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral et de la mort. L'espace est si traître que même la sécurité d'un vaisseau, oui, même un vaisseau amélioré, ne peut pas toujours vous protéger. Il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire contre la menace invisible d'un trou noir, avec des forces gravitationnelles si fortes qu'elles aspirent même la lumière. Une fois que vous réalisez que vous en approchez un, il est déjà trop tard. Laisse-moi deviner, il y a probablement un trou noir juste là, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, il y en a un. Rico, active tous les moteurs et fais marche arrière, demi-tour complet. Allez Rico, l'alimentation auxiliaire, Rico. Se faire aspirer par un trou noir, c'est tellement d'attraction gravitationnelle que votre corps s'étire comme une spaghetti. Vous vous faites spaghettifier. Il n'y avait pas moyen d'éviter celui-là. C'était horrible, mec. Presque pire que la fois où tu m'as tué sur toutes les planètes du système solaire. Attendez, pourquoi je suis pas attaché au vaisseau? Hey! Non! Non! Rico! Tu m'entends? Envoie le grappin! Vite! Vite! Vite!
Ce que vous entendez n'est pas le rugissement d'une bête spatiale. C'est le bruit que fait un trou noir. Et pas n'importe lequel. Un trou noir supermassif au centre de l'amas de galaxies de Persée. On pourrait presque dire que c'est un monstre cosmique. Étrange, n'est-ce pas? L'espace est un endroit vaste et effrayant, mais il peut aussi produire de belles mélodies. Aujourd'hui, nous allons explorer certains des sons interstellaires à la fois incroyables et effrayants, y compris le son de la Terre. Mais attendez, il n'y a pas de son dans l'espace. Alors, d'où vient cette musique cosmique ? Commençons par clarifier un point. Les ondes sonores ont besoin de matière pour transporter les vibrations. Mais l'espace est un vide. Si vous criez dans l'espace, personne ne vous entend. Et pas parce que vous êtes loin, mais parce qu'il n'y a tout simplement rien dans l'espace pour propager le son. Alors, comment obtenir une mélodie comme celle-ci ? Eh bien, ce morceau épique de l'espace est le son d'une étoile mourante. Plus précisément, une étoile éphémère extrêmement brillante nommée WR124, ou Wolf-Rayet pour les intimes. Située à environ 28 000 années-lumière de la Terre, elle est sur le point de s'effondrer et devenir un trou noir. Son noyau extrêmement chaud explosera en une supernova éblouissante et donnera naissance à un tout nouveau trou noir. Bien sûr, je ne recommande pas de s'approcher trop près d'une étoile mourante. Mais si vous pouviez vous rapprocher de Wolf-Rayet, le son que vous entendriez serait différent. Les scientifiques ont créé ce son à partir d'une base de données qu'ils ont recueillies sur l'étoile. Ils ont pris des données de rayons X de Chandra, des images infrarouges du télescope spatial James Webb, Herschel, Spitzer et WISE, et les ont traduites en une véritable œuvre musicale. Les astronomes appellent ce procédé la sonification. Enfin, tout le monde appelle ce processus ainsi, mais ici, ce sont les astronomes qui le réalisent. Ils ont représenté le noyau chaud de WR124 avec un ton intense, descendant, semblable à un cri. Ce que, personnellement, je trouve très approprié. Ensuite, ils ont ajouté des flûtes pour représenter les gaz de la nébuleuse, des cloches pour les étoiles de fond et des notes de harpe pour les sources de rayons X. Les cordes symbolisent des gaz qui s'étendent dans l'espace. Et voilà, le bruit d'une étoile mourante sur le point de devenir un trou noir. Mais toutes les mélodies cosmiques ne naissent pas de la mort. Certaines sont un peu plus étranges, comme le chant d'une comète. Oui, même les comètes peuvent produire des sons effrayants dans l'espace. En 2014, la sonde Rosetta de l'Agence spatiale européenne a détecté une mystérieuse chanson provenant de la comète 67P. Ces capteurs ont enregistré les vibrations du champ magnétique de la comète. Et voici le résultat. Ces ondes plasma ont des fréquences très basses, environ 40 MHz. Vos oreilles ne peuvent pas entendre une fréquence aussi basse. Les scientifiques ont donc augmenté le volume sur cette comète. Vous pouvez maintenant entendre le chant étrange et sifflant de 67P, la comète chantante.
Toutes les bandes originales de l'espace ne sont pas mélodieuses. Comme celle du Moulin Rouge, la plupart d'entre elles sont déconcertantes. Écoutez le son de l'espace interstellaire. Ça fait peur, non ? C'est le son que nous avons enregistré en dehors de notre système solaire. En août 1977, une sonde appelée Voyager 2 a quitté la Terre et commencé son voyage à travers le système solaire. Quelques semaines plus tard, elle a été suivie par Voyager 1. Si vous vous demandez pourquoi Voyager 2 a commencé son voyage avant Voyager 1, eh bien, c'est simplement parce que Voyager 1 avait une trajectoire plus courte et a en fait atteint Jupiter et Saturne avant Voyager 2. Bref, ces deux sondes ont capté des enregistrements audio d'ondes de plasma en survolant les planètes de notre voisinage cosmique. Et laissez-moi vous dire que notre système a un son plutôt troublant. Voici le son de Jupiter. Attention, ce n'est pas le plus agréable. Si Jupiter était un groupe de musique, vos oreilles ne s'en remettraient pas. Ce son a été enregistré lorsque Voyager 1 s'est approché de Jupiter et a franchi son arc de choc. C'est la limite entre le vent solaire et son champ magnétique. La magnétosphère de Jupiter est immense et violente. Ce son strident et aigu est une activité intense d'ondes plasma provenant de son champ magnétique et des ceintures de radiation. Nous allons bientôt écouter le son de la Terre, qui est assez intense. Mais d'abord, voyons si Uranus a une mélodie plus douce. Ce que vous entendez, c'est le bruit des impacts de poussière sur les anneaux d'Uranus. Et ça, c'est la musique de la magnétosphère uranienne. Et ce bruit extraterrestre, ce sont les ondes de plasma d'Uranus. Tous ces sons ont été enregistrés par Voyager 2 lors de son survol d'Uranus. Pendant ce temps, en 2012 et 2013, Voyager 1 a quitté le système solaire et est devenu le premier objet fabriqué par l'humain à entrer dans l'espace interstellaire. C'est là qu'il a enregistré ce son troublant. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'espace interstellaire semble vraiment terrifiant. Et il ne s'est pas arrêté là. Voyager 2 est allé plus loin dans l'espace. Là, il a rencontré non pas une, mais 3 vagues de tsunamis cosmiques. Ces tsunamis ne ressemblent en rien à ceux sur Terre. Il s'agit d'ondes gigantesques dans le plasma de l'espace, provoquées par des éruptions solaires massives. Ce son a été enregistré lorsque des éjections de masse coronale du Soleil ont percuté le plasma au-delà de notre système solaire. Le Soleil a déclenché des ondes de choc qui ont fait vibrer le gaz interstellaire. Les capteurs d'ondes plasma de Voyager ont pu détecter ces vibrations.
Voyageurs 1 et 2 n'étaient pas les seuls à enregistrer des ondes de plasma que les scientifiques traduiraient plus tard en musique. Enfin, si l'on peut appeler ça de la musique. En 2001, la sonde Cassini a été envoyée en mission pour explorer Saturne. Sur sa route, elle a aussi capté ces sons de Jupiter. Toujours un peu étrange, mais pas aussi dramatique que le son de la magnétosphère de Jupiter. Je ne vous le rejouerai pas. En revanche, écoutez le son de la lune de Jupiter, Europe. L'espace n'a peut-être pas de matière pour transporter les ondes sonores, mais il regorge de plasma. Le plasma spatial est constitué de particules chargées qui peuvent vibrer et créer des ondes électromagnétiques. Le son d'Europe que vous venez d'entendre est celui des vibrations d'ondes de plasma converties qu'une autre sonde, Juno, a enregistrées lorsqu'elle s'est approchée de cette lune. Pour créer ces mélodies cosmiques, les scientifiques analysent la fréquence des vibrations enregistrées par des sondes comme Juno. Si ces fréquences sont proches de la gamme audible pour l'oreille humaine, elles peuvent être écoutées directement sous forme de son. Si les fréquences sont trop basses ou trop hautes, la NASA les accélère ou décale le ton dans la plage audible. C'est ainsi que nous obtenons de nombreux sons spatiaux. La sonde spatiale Cassini de la NASA n'a pas seulement enregistré Jupiter. Ce vaisseau orbitait autour de Saturne et transportait un instrument de mesure de plasma et d'ondes radio. Et c'est avec ça que Cassini a découvert que Saturne émet des ondes radio intenses liées à ses aurores. Pour créer cet enregistrement, l'équipe de Cassini a compressé 27 minutes de données en 73 secondes. Comme les fréquences originales étaient bien au-dessus de la portée de l'audition humaine, ils ont décalé le ton pour que vous puissiez entendre le rugissement de Saturne. Ce bruit effrayant a été capté en avril 2017, lorsque Cassini a traversé l'espace entre Saturne et ses anneaux. Ce que vous entendez, ce sont des particules des anneaux frappant la sonde. Ce prochain son effrayant de l'espace ne provient pas d'une planète extraterrestre. Il s'agit en fait du son du champ magnétique terrestre. Si vous vous êtes déjà demandé quel son émettait la Terre, eh bien, grâce au satellite SWAM de l'Agence spatiale européenne, vous le savez maintenant. Et le résultat est terrifiant. Pour réaliser cet enregistrement, les scientifiques ont pris des données magnétiques réelles des profondeurs du noyau terrestre et de son environnement spatial, puis les ont transformées en sons audibles. Ces grondements sourds, ces grincements métalliques et ces murmures étranges sont le bruit de notre planète. Les passages les plus intenses de cette piste sont basés sur une véritable tempête géomagnétique déclenchée par une éruption solaire en 2011. Ce gémissement effrayant que vous entendez est le Soleil frappant des particules chargées du bouclier magnétique terrestre. Beaucoup de ces sons sont effrayants, et encore plus loin, dans les profondeurs de l'espace, vous pourriez entendre les deux trous noirs entrer en collision. Ce que vous entendez ici, ce sont des ondes gravitationnelles que les scientifiques ont converties en sons que vous pouvez entendre. Lorsque les trous noirs entrent en collision,
il provoque d'énormes ondes gravitationnelles qui créent des ondulations dans l'espace-temps lui-même. Ces ondes spécifiques sont appelées GW 150-914. Elles ont été créées par deux trous noirs, 36 et 29 fois la masse de notre Soleil. Lorsque ces deux monstres ont fusionné, ils ont créé un trou noir plus grand qui est aussi massif que 62 soleils. Ces ondes se sont produites à plus d'1 milliard d'années-lumière de nous et ont été enregistrées par l'observatoire LIGO. On peut dire que c'est littéralement le son de la gravité. L'espace est vaste et vide, mais il n'est pas aussi vide qu'on pourrait le penser. Certaines régions de l'espace contiennent du gaz chaud capable de transporter le son. Revenons à notre trou noir supermassif dans l'amas de galaxies de Persée. Ce que vous entendez, c'est le trou noir qui projette des ondes de pression dans le gaz chaud environnant. Les scientifiques ont détecté ces signaux grâce à des données de rayons X. Et voici les sons réels provenant de ce trou noir. Enfin, ces ondes sonores sont environ 57 octaves en dessous de ce que vous pouvez entendre. La NASA a donc amplifié les bruits provenant de ce trou noir en quelque chose que vos oreilles peuvent entendre. Bon, certains trous noirs ont un son plus joli que ça. Vous vous souvenez de la première image jamais capturée d'un trou noir ? Voici la silhouette du trou noir supermassif M87. Ce gigantesque monstre de l'espace dévore la matière à environ 55 millions d'années-lumière de la Terre, au centre de la galaxie Messier 87. Nous n'avons pas seulement pris une photo d'un trou noir. Cette image a été créée en combinant les données de 8 observatoires radio. En avril 2017, les scientifiques ont relié 8 radiotélescopes du monde entier pour former le télescope de l'horizon des événements. Ces télescopes ont observé M87 et enregistré une montagne de données d'ondes radio. Des superordinateurs ont ensuite assemblé ces données, pixel par pixel, pour révéler cet anneau orange brillant. Mais les scientifiques sont allés plus loin et ont traduit ces données en un champ cosmique. Vous vous souvenez du vaisseau spatial Voyageur 2 ? Eh bien, un jour, il atteindra les confins de l'espace interstellaire et enregistrera de près le son d'un trou noir. Il vaut mieux laisser ces explorations aux ondes spatiales, parce que si vous vous approchiez d'un trou noir de trop près, même pour une nanoseconde, vous seriez spaghettifié. Oui, tout à fait, transformé en spaghetti humain. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si